Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Il était une fois un livre reçoit cette semaine Arnaud Cornillet, qui nous avait déjà fait le plaisir de venir il y a quelque temps nous présenter un livre qui s'appelait le Kévora, enfin 2 livres, un diptyque peut-être, on pourrait l'appeler, qui s'appelait le Kévora. Et donc aujourd'hui, il revient nous présenter tout ce qu'il a pu écrire depuis. Et il a été productif. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc voilà, cette semaine, on va parler de 3 livres. C'est ça. Dont un qui est tout frais, tout chaud, sorti des presses. Sorti le 7 avril, oui. Voilà, donc, qui s'appelle L'anniversaire maudit, donc chez Livresque Éditions. Voilà. Épisode 1. C'est ça, c'est les aventures extraordinaires de Louison, donc ça sera... il y aura plusieurs tomes, plusieurs petites histoires comme ça, voilà. Donc là, on est... alors, le Kévora, on avait un lectorat de jeunes adultes, adolescents, jeunes adultes. Ouais, voilà. Là, on est sur un lectorat un peu plus jeune. Oui, voilà, on va dire entre 8 et 13 ans, à peu près, voilà. Donc, vous restez un petit peu dans la veine quand même de ce que vous écrivez d'habitude, c'est-à-dire un petit peu de... du fantastique, oui, voilà. C'est du fantastique, mais cette fois-ci dans le monde réel. Donc, on n'est pas dans la fantaisie comme avec le Kévora, on est plus réellement sur une histoire fantastique, d'aventure. Voilà. Alors moi, ce petit livre m'a beaucoup fait penser à ce que je lisais quand j'étais jeune. Le Club des 5. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais faire, donc c'est très bien. J'avais imaginé, quand je dis que j'ai imaginé, je ne vais pas non plus me mettre toute la couverture parce que je l'ai fait avec mes enfants. On sent bien, il y a une écriture à plusieurs mains là. Ouais, disons qu'en tout cas, on s'est posés tous ensemble et on a réfléchi à toute l'histoire. De A à Z, en fait, on a tout créé ensemble, toute l'histoire, toute l'intrigue. Et donc voilà, c'est un livre qu'on a écrit en famille un peu. Voilà. Sauf la fin que j'ai gardée pour moi, pour leur garder une petite surprise aussi quand ils le liront. Ils l'ont déjà lu d'ailleurs, mais voilà. Oui, parce qu'ils sont tous en âge de lire. Alors pas le petit dernier, pas Louison justement, le petit dernier qui lui est encore jeune puisqu'il n'a que 5 ans, mais par contre oui, les autres, tous mes autres gars ont la dizaine, entre 10 et 13 ans, donc ils l'ont lu, oui. Donc là, vous avez 2 garçons, 2 filles. Non, 4 garçons. Louison. Alors Louison, c'est un garçon, oui. C'est un garçon, ouais. Louison, Gabriel, Marvin et Jules, 4 garçons. Ah, alors oui, vous avez 4 garçons. Alors excusez-moi, je me suis mal exprimée. Dans l'anniversaire maudit, oui, il y a 2 garçons et 2 filles. Pardon, autant pour moi. Oui. Et c'est pour ça. Et alors, mais en fait, c'était en lien parce que je me disais, vous avez introduit deux petites filles en fait dans vos histoires. Ouais. Alors c'est vrai que je mets toujours dans tous mes romans en fait un personnage qui a un prénom de mes enfants. Ça a été le cas. C'est bon, là j'ai fait le tour. J'ai 4 enfants et j'ai réussi à écrire 4 romans, donc c'est bon, ils y sont tous. Là c'est Louison et effectivement là il y a Louison, il y a Clémence et Lise qui sont donc les 2 filles du groupe avec Bastien, donc ils forment un quatuor, ou presque aussi à 5 avec Nicolas aussi qui arrive après. Voilà. Donc le club des 5 des années ouais, 70-80. C'est ça qu'on a à peu près tous lu quand on est ouais, ça, c'était une volonté de ma part de recréer un espèce de club des 5 en mode fantastique, voilà, et actuel dans un lieu en plus qui moi me tenait à cœur puisque c'est mon lieu d'enfance. Donc ça se passe à Lannion. C'est ça, dans les Côtes d'Armor, oui. Dans les Côtes d'Armor. Donc c'est vrai que pour un public 8-12 ans, j'imagine que ça doit être très très aventureux de ce genre d'histoire. Oui, il y a le suspense, il y a la peur, il y a parce que bon. Comme je l'ai dit, c'est vrai que j'ai créé l'histoire avec mes enfants et
bon, ils lisent beaucoup aussi. Certains écrivent aussi. Donc forcément, l'imaginaire est là aussi dans leur tête et bien présent. Donc je dirais pas que j'avais besoin d'eux, mais presque, pour créer une histoire cohérente par rapport à cette génération. Et je pense que oui, on l'a bien fait sur ce coup-là. Ouais. En tout cas, ils m'ont bien aidé. En fait, donc c'est le Club des 5 version 2021, quoi. C'est ça. Donc est-ce que... comment ça peut concrètement se passer quand on écrit comme ça avec ces garçons ? Alors, l'écriture en elle-même, je l'ai fait seule. Maintenant... C'est plus des conseillers techniques ? Alors non, en fait, on s'est vraiment posé... alors, pour être franc, on s'est posé donc, du côté de Lannion, chez mes parents. On était tous sur l'herbe dans le jardin. Et on a, petit à petit, en fait, on a d'abord parlé des personnages. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, habituellement sur une écriture de roman, c'est-à-dire créer les personnages, créer leur histoire, ensuite créer une trame, ce qu'on appelle le squelette, donc la trame complète de l'histoire, qu'on va après étoffer avec des chapitres et avec des choses plus complexes. Et on a fait en fait tout ça au fur et à mesure ensemble. Moi j'avais mon petit calepin, on se faisait un brainstorming et chacun donnait ses idées. Je disais oui on prend pas, et puis voilà. Et c'était vraiment très sympa à faire. Voilà, ils sont vraiment pleins d'imagination et c'est chouette. C'est chouette. Il devait être ravi de participer finalement. Bah oui, c'était voilà, un petit... On s'est fait ça en famille et non, ça sera à refaire, je pense. Bah, de toute façon, c'était l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Le 2 est en cours. Le 2 est en cours. Alors, sans dévoiler l'histoire, il y a quand même un rituel. Ce que vous appelez le rituel du vol de vie. Oui. Qui a eu l'idée ? Ça, c'est mes garçons. Moi, ah oui, quand même. Oui, tout ça, c'est mes garçons qui ont eu l'idée. Ils sont nourris à quel biberon Ils sont nourris au fantastique de façon claire et précise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et eux, ils regardent et ils lisent beaucoup de mangas. Donc, ils sont vraiment... Enfin, on reste dans le fantastique aussi, dans la fantaisie aussi, dans la magie. Donc, ils sont vraiment beaucoup là-dedans aussi. Donc forcément, ça va vite. Dès qu'on parle un petit peu de magie, voilà, j'ai mes fils souvent qui créent des espèces de jeux de rôle entre eux, voilà, avec leurs personnages, les pouvoirs, les points de vie. Ils créent déjà tout ça naturellement tous les jours, donc c'était assez facile de créer une histoire avec eux. Vraiment, en fait, c'était très facile. C'était très, très facile. Beaucoup plus facile que d'écrire tout seul face à sa page blanche, comme pour vos autres romans ? C'est différent, oui, voilà. L'avantage d'être à plusieurs, c'est qu'on est confronté aux idées des autres, mais aussi aux critiques des autres. Donc, parfois, on a une idée, et il se trouve qu'elle n'est pas bonne. Simplement, enfin, ça arrive... plus souvent que de trouver les bonnes, hein, parce que avant de trouver la bonne idée, on en a essayé pas mal. Et le fait de les entendre dans la bouche d'autres, hein, ou d'avoir le ressenti direct sur l'idée qu'on a, on avance beaucoup plus vite, ouais. On avance beaucoup plus vite. Il y a une émulation, en fait. Ça rebondit très vite. Il y a une émulation, exactement. C'est exactement ça. Et oui, en l'espace de quoi on a créé l'histoire en 2 jours. 2 jours, c'était fait. D'accord, la trame était... Après, il n'y avait plus qu'à rédiger, quoi. Il n'y avait plus qu'à rédiger. Ouais. Ah oui, ça a été... ça va très très vite avec eux. C'est chouette. Hein. D'accord, la succession est assurée. Ah, je pense qu'il y a moyen. On verra. Et encore, le 4e n'a pas encore dit son mot. Le 4e n'a pas encore dit... Non, oui, voilà. On attendra de voir ce que... Mais, à mon avis, on sera dit même tenant, mais oui. Toi qu'à 5 ans, il peut déjà avoir des idées. Ah oui, et il en a. Et il parle beaucoup. Mais ouais, non, mais mes grands... mon 2e dessine, lui, énormément, plus qu'il n'écrit.
Mais il a beaucoup de talent aussi. Donc moi, ça se trouve, dans un quelque temps, ça sera aussi mon illustrateur, qui sait. Oui, parce qu'en écrivant comme ça du roman, enfin de l'histoire pour les 8-12 ans, il y a forcément des illustrations. Dans celui-ci, il y a des petites illustrations à chaque entrée de chapitre. C'est Lyra Hunt qui les a fait. Elle est très douée. J'adore cette illustratrice. C'est Lyra Hunt. D'accord. Et c'est vrai que oui, elle a beaucoup de talent. Et oui, il en faut de toute façon dans les romans pour le jeune public. On met généralement des illustrations et c'est vrai que ça rend beaucoup mieux. Donc, là, c'est vrai que le livre est illustré à l'intérieur et elle l'a très très bien fait. Très très bien fait. En tous les cas, c'est une... Alors, vous dites 8-12 ans, et même un bon lecteur peut lire un peu avant. Je pense, Ou peut se faire lire l'histoire, de toute façon. Ou peut se faire lire l'histoire, oui, voilà, de toute façon, parce qu'il n'y a pas non plus... pour les plus jeunes, de toute façon, c'est pas un roman où il y a de la violence, ça reste de l'aventure, mais voilà, c'est pas... On n'est pas sur un lectorat adolescent ou adulte, donc oui, bien sûr. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Non, voilà, ça reste... Une fin étonnante, mais qu'on ne racontera pas. Enfin, alors, moi, sans complexe aucun, j'ai eu plaisir à lire cette histoire. Après, j'imagine qu'effectivement, quand on est adolescent comme ça... enfin... Préadolescent, c'est vraiment des romans d'aventure. En plus des garçons, des filles, une histoire d'amitié. C'est ça, des amitiés fortes. C'est vrai qu'à cet âge-là, on est plus sur des histoires d'amitié. Et c'est vrai que j'imagine que pour les esprits, les 8-12 ans, enfin les 8-13 ans, là, ça doit vraiment être... J'espère. Après, c'est vrai qu'il est sorti récemment. J'ai eu pour l'instant quelques retours et des bons retours de jeunes personnes et ça m'a fait énormément plaisir. J'attends d'en avoir d'autres, bien sûr, pour savoir... c'est toujours le début, la sortie d'un roman arrive toujours avec du stress, un stress énorme parce qu'on lâche la bride, on laisse partir le petit bébé en fait et on attend de voir s'il sera accepté ailleurs. C'est... Et puis les garçons, j'imagine que doivent être aussi dans l'attente de savoir ce que leur histoire va devenir. Oui, bien sûr. Je dirais pas qu'ils sont aussi stressés que moi parce que... Les enjeux sont pas les mêmes. Les enjeux, non, et puis même, ils sont peut-être moins du style à stresser que moi déjà d'origine. mais oui, forcément, ils se demandent si le livre va plaire, c'est sûr, ouais. Mais bon, j'ai pas de doute là-dessus, ils ont du talent. Donc, alors je rappelle le titre général, c'est Les aventures extraordinaires de Louison. Oui, c'est ça. Et ce premier épisode s'appelle L'anniversaire maudit, que l'on peut trouver donc édité par Livresque Édition. Voilà, et dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Et où vous voulez. Enfin, voilà. En tous les cas, c'est une bonne histoire pour le jeune public, écrit par un jeune public en plus. C'est ça. Donc, eh bien, ce sera donc pour aujourd'hui, c'était l'anniversaire maudit. Nous, on se retrouve demain pour le reste de votre actualité, qui est peut-être pas aussi fraîche que l'anniversaire maudit, mais qui est quand même très récente. Oui, ça a quelques mois. Voilà. Donc, on va laisser place à un petit peu de lecture et moi, je vous dis à demain pour la suite de l'émission. À demain. Arnaud Cornillet, Les extraordinaires aventures de Louison. L'anniversaire maudit. La jolie robe bleue qui met mes yeux en valeur ? Non. La petite jupe noire. De toute façon, papa ne me laissera jamais la porter. Je soupire et m'assois sur le bord de mon lit dépité. Je sais très bien que la robe bleue aura l'approbation de mes parents. Je les adore, mais il faut savoir vivre avec son temps. Les filles de mon âge ne mettent pas de col roulé lorsqu'elles sont invitées à l'anniversaire du plus beau garçon de l'école. Si j'avais le droit à un compte Instagram,
Les messages fuseraient comme des missiles anti-parents. Mais il paraît qu'à 11 ans, un conte est trop dangereux. Enfin, j'ai plein de copines qui en ont un et elles sont toujours en vie. Encore une fois, je soupire avant de me mettre à rire toute seule. Ma mère a raison sur un point. Je n'ai pas besoin d'eux pour me mettre en colère. Je le fais très bien toute seule. Et ce soir, c'est le grand soir. Il faut que je sois calme, pétillante, charismatique pour Nicolas. Il ne doit voir que moi. Et ce ne sera le cas que si je ne suis au meilleur de ma forme. Sourire brillant, jolie robe, belle coiffure. Un regard agressif ne cadrerait pas avec le personnage parfait que je montre à l'école. Si Nicolas savait combien il est difficile de paraître parfaite à tout moment, Louison, lui, s'en rend compte. Mon meilleur ami me connaît depuis toujours, sous mon meilleur jour comme sous le pire. Et il n'est jamais parti. Je l'adore. Et d'ailleurs, il m'attend sûrement déjà. À la hâte, j'enfile ma robe bleue en flanelle, puis passe devant le miroir pour admirer ma peau presque parfaite. Presque ? Pourquoi ce bouton est-il venu se pointer sur mon menton ? Pourquoi ce soir ? La vie est vraiment injuste. Louison a une peau impeccable alors qu'il s'en fiche complètement. Et moi, je me ramasse un énorme spot aujourd'hui. Tant pis, je ferai avec, et je le choisis de toute manière. Je passe les quelques minutes qui suivent à tester les différentes coiffures possibles afin de choisir la plus jolie. J'opte finalement pour les laisser détachées et totalement libres de leurs mouvements. Enfin prête, je descends les escaliers en sautillant, le cœur léger et impatiente d'arriver au manoir des Dubrèche. J'embrasse ma mère, puis mon père, et sors de ma maison. Je ne me suis pas trompée. Louison attend sur son vélo devant ma boîte aux lettres. Il a fait un gros effort pour venir en sachant qu'il n'apprécie pas Nicolas. Je sais pertinemment qu'il vient pour me faire plaisir. Il préférerait largement une soirée à la plage avec Lise et même Bastien. Mais il est là, habillé d'une chemise bleue qui va parfaitement avec ma robe. Le manoir de Nicolas ne se trouve pas loin de ma maison. Aussi, Louison et moi décidons de marcher. Après avoir laissé son vélo près de mon entrée, il se décide à mettre son bras sous le mien. N'importe quel autre élève aurait reçu une claque pour avoir tenté cette approche. Mais je considère Louison comme mon frère jumeau. On se connaît depuis aussi longtemps que je m'en souviens et jamais nous nous sommes disputés. Personne ne pourrait briser cette précieuse amitié. Nous avons convenu avec Lise qu'elle nous rejoindrait directement chez Nicolas. Elle veut persuader Bastien de l'accompagner à la fête, ce qui ne va pas être facile car le beau garçon n'est pas très sociable. Il n'aime pas se lier aux autres. Il nous faut un quart d'heure pour arriver devant la propriété de Nicolas. Un mur de protection, haut de 2 mètres, entoure son terrain. La grille est ouverte. Louison et moi décidons d'emprunter l'immense allée en gravillon blanc. De chaque côté de celle-ci, un parc magnifique donne l'impression que le manoir est en pleine campagne. Pourtant, il ne se trouve qu'à 20 minutes du collège et de la fenêtre de sa chambre, Nicolas doit voir toute la ville. Comme si cette maison nous avait coupé le sifflet, aucun de nous deux n'ose parler. Ensemble, on observe la belle bâtisse faite de granit rose. Haute de 3 étages, la sinistre demeure fait froid dans le dos, avec ses 2 tours et leurs toits pointus. Elle me fout les boules, cette maison, murmure Louison en restant fixée sur le manoir. Elle n'est pas très accueillante, c'est sûr, mais on va bien s'amuser, j'en suis certaine. Évidemment, je reste persuadée que l'on va beaucoup s'amuser. Nicolas a le sens de la fête et son grand-père a sûrement prévu des surprises afin de nous contenter. Mais je dois bien avouer que sa maison n'est pas très rassurante. Et la porte d'entrée, ornée d'une tête de bélier en argent, ne donne pas envie de s'y aventurer.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, cette semaine avec Arnaud Cornillet qui est venu nous présenter, parler autour de ses derniers livres, puisqu'hier nous avons parlé d'un petit roman jeunesse qui s'appelle L'anniversaire maudit chez Livresque Éditions. Et là, nous avons deux autres livres, un diptyque également, comme la première fois chez Le Quevora, qui s'appelle Les soldats du néant. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc voilà, là on augmente un petit peu l'âge Oui. du lecteur. Là, effectivement, on n'est plus dans un roman jeunesse, non. Mais on est sorti d'adolescence, jeune adulte. C'est ça, adulte et adolescent, oui, globalement, c'est ça. Oui. Alors, donc ça s'appelle Les soldats du néant. Le premier tome s'appelle L'éveil de Chiara. Mhm. Alors, c'est d'abord une histoire, hein, bien évidemment. Mais j'ai eu le sentiment que là, il y avait un mélange un petit peu des genres. Alors, en fait, Vous flirtez un petit peu avec... alors c'est un genre bien particulier, mais un genre qui existe. C'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on appelle l'urban fantasy. Parce qu'il y a beaucoup de fantasy différentes, de styles de fantasy différentes. Avec le Quevora, on était dans ce qu'on appelle l'heroic fantasy, donc un monde imaginaire, avec des héros, avec des pouvoirs magiques, une quête. Voilà, donc ça c'était le Quevora. L'urban fantasy, c'est plus un roman fantastique dans le monde réel, avec des personnages et créatures mythologiques. Si je pouvais donner des exemples, bon, celui-là, je le donne parce que c'est le plus connu. C'est pas forcément le film ou le livre que je préfère, mais par exemple Twilight, qui est dans ce genre-là. Donc on trouvera des vampires, des loups-garous dans le monde réel, avec une histoire d'amour aussi dans le fond. Bon, il y en a d'autres, hein, il y en a plein de différents, mais l'urban fantasy ou ce qu'on appelle la bitlit aussi, pour mordre, bits, pour mordre, la littérature des vampires ou des loups-garous d'ailleurs. Voilà, donc on est plus dans ce genre-là. D'accord. Voilà, donc qui est effectivement un genre plus pour adolescents et adultes. C'est vrai qu'on a quelques influences, Oui. influences ou références en fait, parce que bon, vous avez quand même votre plume à vous, il n'y a pas de souci. C'est plus ça m'a plus fait penser à des références. C'est vrai Ouais. que quand, par exemple, les loups-garous revendiquent une femme, ça m'a fait un peu penser à l'imprégnation qu'on peut retrouver, par exemple, comme vous disiez, chez Twilight. Oui, alors en fait, c'est aussi pas mal basé sur le loup en lui-même. Enfin, le côté bestial de la chose. Quand on parle justement des loups-garous, j'aime bien rajouter ce côté, en plus du côté humain, justement le côté loup, qui est important et qui joue dans les comportements même du loup-garou. Voilà. Quand il est à l'état humain. Même quand il est à l'état humain, ça fait partie de lui. Alors vous avez... Donc, il y a un vampire. Oui. C'est vrai que vous n'avez pas multiplié les vampires. Non. Il y a un vampire. Et puis, il y a toute une faune. Oui. Alors, lesquels relèvent vraiment de l'imaginaire ou Aucun. tous, Aucun. ou tous sont... Tous sont dans la mythologie. Que ce soit le chupacabra, qui est réellement dans la mythologie mexicaine, ou
l'Orielette, qui sont ce qu'on appelle les enfants de la Lune, qui fait aussi partie de la mythologie. Le Bisclavrette, comme j'en parle, est peu connu, mais il existe réellement dans la mythologie bretonne en tant que loup-garou breton. Le Triton, voilà, il y a eu plusieurs livres sur les tritons et sur les sirènes, tout comme les méros, qui sont pareils, qui en font partie aussi du monde aquatique, de la mythologie aquatique. Donc en fait, je me suis nourri de toutes les mythologies possibles pour essayer de créer justement un univers le plus vaste possible aussi, voilà, où il n'y a pas que des loups-garous et que des vampires, mais toutes les variétés différentes d'anormaux. Voilà, D'anormaux. Alors, si on devait, si vous deviez présenter comme ça en quelques mots l'histoire. Alors, c'est l'éveil de Chiara, donc. Voilà, donc en fait, Chiara, qui est cette jeune... c'est une jeune, une ancienne policière qui a perdu son travail et qui est devenue détective privée, qui ouvre sa boîte sur Rennes et qui va se voir donc du coup confrontée à sa première enquête, qui est une enquête classique pour une détective privée, c'est-à-dire confondre un mari infidèle. Et en fait, elle va découvrir surtout que le monde qu'elle connaît n'est pas du tout celui... n'est pas du tout le monde qu'elle imaginait. Enfin, elle va découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles races, des nouvelles... J'aime pas ce terme, remarque. Elle va découvrir les anormaux, donc ce peuple de personnes au pouvoir étrange, qui peuvent être soit justement des loups-garous, des vampires, des sorcières, des sirènes, en fait, et qu'ils sont partout. Ils sont peut-être à côté de vous, voilà, ils peuvent être réellement partout. Et en fait, elle va devoir choisir un camp. Entre ceux qu'on appelle les normaux, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui sont sans pouvoir, et les anormaux. Ce qui n'est pas très rassurant, c'est qu'à un moment donné, vous dites quand même qu'il y a 3 milliards d'anormaux dans le monde. Ouais. Donc on en connaît tous un. On en connaît tous un. Et sont-ils au final si différents de nous ? C'est aussi peut-être ça qu'il faut... Enfin, c'était peut-être un des messages que je voulais passer aussi, c'est-à-dire qu'on peut toujours coller une étiquette sur les gens. Au final, on les connaît peut-être mieux que cette simple étiquette. Voilà, ça, bon, c'est ma façon de voir les choses, mais ça en fait partie. Et ceux qu'on croit peut-être mauvais au départ ou méchants ne sont peut-être pas ceux qui le sont réellement. Tout est tellement plus complexe dans la vie. Voilà. Alors c'est vrai que comme dans... C'est le seul... Enfin, c'est un point commun que j'ai trouvé avec le Kévora, c'est que... Alors il y a deux camps quand même qui s'affrontent. Oui. Mais on met beaucoup de temps à savoir... Alors, sans être vraiment sûr, où sont les bons, où sont les méchants. Non, Parce qu'effectivement, comme vous disiez, ça va au-delà de ce simple raccourci. Il y a les bons et les méchants d'un côté. On va dire que chacun prêche pour sa paroisse, mais c'est un petit peu ça. Tout le monde est convaincu d'agir pour le bien de tous. Seulement, certains peuvent se fourvoyer et d'autres pas. Mais qui se fourvoie ? Voilà, c'est... Choisir un camp, c'est pas quelque chose d'évident en fait. On pourrait croire effectivement que je veux pas rentrer trop dans les détails non plus, je peux pas. Mais d'un côté, on pourrait avoir effectivement des vampires, des loups-garous, des personnages sanguinaires. Et qui en même temps n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre tout simplement. Et d'un autre côté, on a des personnes, ceux qu'on appelle les normaux, qui n'ont aucun pouvoir, qui eux, effectivement, peuvent se sentir proies plutôt
plutôt qu'autre chose par rapport aux vampires et aux loups-garous. Et peut-être agir d'une façon qui ne devrait pas. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, quand on a peur de quelqu'un qu'on ne connaît pas, de quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a plusieurs façons d'agir et l'agressivité en est une. Voilà, donc... c'est souvent celle-là d'ailleurs. C'est souvent celle-là. Je serais tenté de dire que la stigmatisation, c'est très humain, malheureusement, mais voilà. Et c'est une des choses en fait qu'on voit effectivement dans ce roman. C'est savoir voir au-delà du simple des apparences, de l'apparence, des images et de ce qu'on se fait comme idée. Et de nos préjugés. Ah oui, gros préjugés. C'est vrai que ça, c'est souvent le plus difficile, c'est d'aller au-delà de nos croyances et de nos préjugés. Oui. Quoi. Mais ça ne fait pas pour autant de nous des êtres mauvais. Enfin, justement, ne pas arriver à voir au-delà ne fait pas pour autant de nous des gens méchants. On peut évoluer. C'est pour ça que justement il est difficile peut-être de voir dans ce roman qui est bon et qui est mauvais, tout simplement parce que c'est pas le cas. Il n'y a pas que des bons et des mauvais, il y a des gens entre les deux, on est tous un peu comme ça, parfois on peut être méchant, parfois on peut être gentil, parfois on agit bien et parfois non. Et c'est le cas dans toute histoire au final. Donc là, c'est vrai que, enfin, au moins jusqu'au premier tiers du premier tome, on est avec Chiara et on se demande bien de quel côté il va, enfin, puisque le choix, elle va être confrontée à un choix, et c'est vrai que on a tendance à s'identifier et de se dire, alors, où sont les moins bons et où sont les moins méchants? C'est ça. C'est ça. Donc je rappelle le titre de ce livre. Donc le premier tome s'appelle L'éveil de Chiara. Le deuxième c'est Ténèbres et Lumière. Donc les deux forment l'histoire des soldats du néant. Chez qui peut-on se procurer? Alors c'est un roman en auto-édition par choix. J'ai voulu tester l'auto-édition, donc là actuellement il est disponible chez Amazon uniquement, ou directement sur ma page Facebook en me contactant. Voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Arnaud Cornillet, auteur. Voilà, sur Facebook, c'est assez simple à trouver. D'accord. Eh bien, ce sera pour aujourd'hui le mot de la fin. On se retrouve demain pour continuer un petit peu l'exploration de cet univers qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et que j'espère on donnera envie d'aller découvrir. Donc je laisse la place à la lecture et je vous dis à demain. Arnaud Cornillet, Soldat du néant, l'éveil de Chiara. Bonjour Madame Perry, dit Christine Mackie en entrant dans la pièce. Elle portait une robe verte et bleue aux reflets presque psychédéliques. Son décolleté plongeait jusqu'à son nombril et soulignait encore plus les formes parfaites de la richissime entrepreneuse. Ses beaux cheveux blonds retombaient en longues ondulations le long de ses épaules. Les suivre menaient directement à sa poitrine, dont le tissu, légèrement transparent, laissait entrevoir des pointes dures et dressées. Si je n'étais pas 100% hétéro, c'est avec elle que je voudrais coucher. En même temps, est-ce que je le suis vraiment? Ce n'est pas normal ce genre de pensée. Chiara se racla la gorge, prise soudain d'une étrange sensation de chaleur. Serait-ce son blouson en cuir noir ou bien l'atmosphère sensuelle que dégageait le corps sans défaut de Christine Mackie qui échauffait la détective? Elle l'ignorait. Tentant d'éviter de perdre pied, elle se recentra sur la raison de sa venue. « Madame, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise.
Un peu cliché comme approche, mais bon, ça s'y prête. Et il faut que je choisisse celle que je veux entendre d'abord ? S'agaça Christine. Non, je ne vais pas vous donner le choix. En fait, votre petite amie ne vous trompe pas. Ça, c'est le point positif. Christine ne parut pas soulagée. Ses lèvres, d'un rouge provocateur, restaient pincées et trahissaient son énervement. Je l'ai suivi jusqu'à une maison située à Cesson. Il a passé la soirée avec un jeune couple. La cliente opina du chef. Elle semblait affectée. Une femme rousse et un homme blond ? Demanda-t-elle, la tête baissée vers le sol en marbre. Vous les connaissez ? Pour toute réponse, la propriétaire de la villa se retourna vers son majordome. Denis, appelez Adam et dites-lui de rendre visite à Thelma et Dimitri Priolis. Je veux que ce soit fait dès ce soir, ordonna-t-elle sèchement. Nos doutes étaient fondés. La femme qui faisait face à la détective ne ressemblait en rien à la fiancée attristée et éperdument amoureuse qui lui demandait de l'aide ce midi. Elle avait un visage dur, marqué par la colère, et ses yeux bleus ne montraient plus de bonté. Uniquement de la méchanceté froide, implacable. « L'argent sera viré sur votre compte dès demain, s'adressa-t-elle à Chiara. Votre travail est terminé, je ne vous raccompagne pas. À ces mots, Christine pivota, laissant entrevoir ses courbes magnifiques. A priori, elle ne portait pas de sous-vêtements. Madame Maki, il y a encore autre chose. La belle blonde se retourna et observa Chiara d'un air surpris. Il y avait chez elle quelque chose de dérangeant, d'inconfortable et malgré tout très attirant. La porte d'entrée claqua et des pas résonnèrent dans la demeure. L'allure légère et le sourire aux lèvres, Gabriel Karadec pénétra dans le salon et posa les yeux sur Christine. Il avait cette étincelle dans le regard de celles qui rendent jolies les femmes et promettent des instants coquins. Si Christine Maki était attirante et sensuelle, Gabriel, lui, faisait partie de ceux qui ne quittaient jamais un bar seul. Un corps fin et pourtant puissant, bougeant comme un prédateur qui joue avec sa proie et ce regard. « Salut chérie !» dit-il d'une voix suave, toujours aussi ravissante. Il n'eut pour réponse que le silence. Il arqua un sourcil, puis parut enfin apercevoir Chiara. Mais le coup d'œil coquin qu'il avait adressé à sa compagne ne fut pas répété. « Qui est-ce » demanda-t-il à Christine. Elle sourit, regarda à son tour Chiara en prenant bien soin de l'étudier de haut en bas. Elle sembla s'attarder sur la poitrine de l'enquêtrice, bien moins généreuse que la sienne, et comprimée par son blouson de cuir noir. « C'est une détective privée, mon cher, et les informations que j'ai récoltées aujourd'hui m'ont été d'une grande utilité. » Gabriel écarquilla les yeux de surprise, puis retrouvant son aplomb, observa la pièce. Chiara n'avait pas fait attention, trop obnubilée par les lèvres fines et sensuelles de M. Karadec. Elle secoua la tête, comme pour se déconnecter de ses fantasmes, et imita Gabriel. Une dizaine de gardes les avaient rejoints, armés de pistolets automatiques. Là, je crois que la situation dérape un peu. Je ne dois pas avoir toutes les pièces du puzzle. « C'est quoi ce bordel ?» s'écria Chiara en cherchant le Glock fixé à sa ceinture. À sa grande surprise, ce fut Gabriel qui lui répondit avec une légère pointe d'ironie. « Ce qui se passe, mademoiselle la détective, vous êtes dans la panade la plus totale. En fait, se ravisa-t-il, nous le sommes tous les deux. Madame Perry, je suis sincèrement navrée que vous assistiez à ça, annonça Christine d'un ton froid et détaché. À quelques minutes près, vous pouviez rentrer chez vous. Je n'en crois pas un mot. Mon instinct me dit plutôt que j'étais foutue dès le contrat signé. La maîtresse des lieux poursuivit en s'adressant à ses sous-fifres. Conduisez-les dans le garage et éminez-les. Elle se retourna vers Gabriel. Quant à toi, tu m'as
énormément déçue. J'ignorais que vous autres étiez capables de tant de bassesse. Infiltrer mon organisation jusqu'à mon propre lit. Elle s'interrompit, la mine dégoûtée, et fouetta l'air de la main comme pour chasser son écœurement d'un geste. « Je te rassure, Christine, ça m'a beaucoup coûté, » se moqua Gabriel. « Mais que veux-tu ? Je ne suis qu'un homme à qui on a donné des ordres. » « Des ordres ? Punaise, mais c'est un flic infiltré, je suis dans l'antre de la mafia. Comment fait-il pour être si décontracté en de telles circonstances ? Merde, on est cerné par des mecs armés et aucune issue n'est envisageable. On est mort. » Madame Maquis le défia du regard, les lèvres pincées, elle se contrôlait tant bien que mal. Elle semblait proche d'exploser de fureur. À la place, elle quitta la pièce d'un pas décidé, les laissant avec ses gardes. Chiara ne savait pas quoi faire. Ils étaient trop nombreux et elle mourrait assurément avant d'avoir touché plus de 2 hommes. À côté d'elle, le mystérieux espion ne possédait pas d'armes. Guère rassurant. Un silence lourd, épais, occupa l'espace. Gabriel se retourna vers Chiara et lui sourit. Dans un sens, elle se rasséréna et s'étonna de se sentir en confiance auprès d'un inconnu entouré de gardes prêts à ouvrir le feu. Il lui chuchota. « Bienvenue dans le vrai monde, Madame Perry. » L'instant suivant, il trembla incoerciblement sous son écharpe à carreaux, la peau de son cou changea de couleur, passant au vert olive, presque nacré. Bientôt ses yeux devinrent jaunes, ses pupilles fendues, le visage d'un ange et un regard de reptile. Nom de Dieu! Gabriel se retourna vers les vigiles et brutalement ouvrit ses bras vers eux. Comme des flèches lancées d'un arc invisible, des serpents jaillirent de ses manches, projetés sur les gardes. Les reptiles vinrent se fixer sur la gorge des hommes qui ne réagirent que par des hurlements de stupeur. En moins de 10 secondes, les 9 sentinelles furent au sol, haletant sous les effets du venin. 9 ? Une déflagration retentit soudain. Caché derrière une des statues, un des gardes ne laissait apparaître que son bras tendu. Son arme dirigée vers Gabriel, il observait sa cible s'écrouler, satisfait. Un autre coup de feu et son regard devint hagard lorsqu'il le reporta vers Chiara avant de tomber à son tour sur le carrelage brillant. Elle avait encore tué. Je n'ai pas hésité. J'aurais dû. Pourquoi est-ce si simple d'ôter la vie ? Il ne prit pas plus de temps pour réfléchir. Gabriel Karadec était étendu au sol. Son sang s'écoulait sur le marbre blanc. La balle l'avait traversé de part en part au niveau de l'épaule droite. La blessure ne semblait pas si grave. Il survivrait. Chiara lâcha un petit cri lorsqu'elle vit les serpents revenir vers leur maître. Suivant tous le même chemin, ils remontèrent sous les manches de son pull et disparurent. Les yeux du mystérieux monsieur Karadec redevinrent bleus. Il haussa les sourcils. « Aidez-moi à me redresser » lui dit-il en tendant son bras sain. « Nous devons partir avant que d'autres n'arrivent. » Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8, cette semaine en compagnie de Arnaud Cornillet, qui est venu nous présenter ses Soldats du néant. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors hier, c'est vrai que je vous demandais de quel genre, même si on n'a pas forcément toujours besoin de mettre une étiquette sur un livre, puisque comme je le disais, c'est avant tout une histoire et que si on a un peu une âme d'enfant, on peut aussi se laisser emporter par le merveilleux et par tout cet univers peuplé d'anormaux, comme vous dites. Mm-hmm. Je trouvais qu'il y avait aussi un petit peu de science-fiction. Dans le sens où vous avez ou de l'anticipation, je ne sais pas. Ouais.
toute situation avec une histoire qu'on pourrait connaître est complètement hasardeuse. Hein. Ah, mais là, complètement. Avec quand même, dans ce livre, un virus qui rend fou. Ouais. Alors là, je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Moi non plus, à vrai dire. Non, mais j'ai écrit ce livre Bien avant. Bien avant, non, mais juste avant au final, puisqu'il est sorti l'année dernière, en fait. Le tome 2 est sorti l'année dernière et le tome 1, donc il y a 1 an et demi. Donc j'étais avant. Donc pas de plagiat possible. Non, et puis même, ça aurait été, je trouve, une mauvaise idée de surfer sur la vague pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un pur hasard, effectivement. J'avais vraiment envie, il y a 2 ans déjà, d'écrire un roman avec un virus. Donc oui, c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, il est d'actualité. Mais ouais, c'est un pur hasard. Ces virus qui rendent fous, qui nous interpellent quand même dans nos peurs les plus profondes. Ouais. Ça a alimenté la littérature depuis quand même depuis très longtemps. Depuis très longtemps, effectivement. Et, encore, oui, il y a eu des très très bons romans à ce niveau-là, de toute façon, qui ont créé la voie, qui ont ouvert la voie, effectivement, oui, tout à fait. Donc, voilà, je me suis dit, il y a aussi un peu de science-fiction, finalement, d'anticipation. D'anticipation, ouais. Parce que c'est vrai que vous le dites, c'est le ver de la peur, parce que c'est un parasite. Oui, tout à fait. C'est vrai que vous reprenez, vous dites que c'est un virus, après vous dites que c'est un parasite. Et ce ver de la peur qui peut être aussi instillé de manière très insidieuse par les médias. Je ne comprends pas pourquoi. C'est par exemple, quoi. Oui. C'est vrai que et qui atteint notre cerveau reptilien. Enfin, je veux dire, il y a tout un. Je trouve qu'il y a vraiment tout un parallèle qui peut être fait. Et je me dis, pour des histoires qui sont écrites comme ça, dans un contexte beaucoup plus serein, je me dis que finalement, ce qu'on vit ne relève pas tant de la fiction que ça, finalement, quoi. Non, en fait, je n'allais pas dire que c'est logique, mais après, la façon qu'on a de réagir à certaines épreuves, comme c'est le cas actuellement, tout peut être anticipé assez facilement. Après, bon, il y a toujours des choses qu'on ne calcule pas, mais on commence en tant qu'être humain à se connaître un petit peu quand même. On sait comment on réagit face à la peur, face à l'angoisse, face à tout ça. Donc oui, c'est assez facile d'imaginer ce que pourrait rendre le monde avec un parasite ou un virus. Encore peut-être plus maintenant, mais voilà. Oui. Bon, alors après, c'est vrai que vos personnages, ça les rend tellement fous que... Oui, c'est de la folie meurtrière. On est dans la folie meurtrière. On n'est pas là. Nous, on en est à l'étape du dessous, c'est-à-dire on en reste à l'agressivité. C'est ça, voilà. mais finalement, c'est anormaux, puisque pour revenir quand même à votre histoire, ces anormaux ne sont peut-être pas aussi loin de nous dans leurs réactions et dans leur comportement qu'on pourrait le penser. Ah non, du tout. Et qu'on pourrait penser, en plus, ça nous arrangerait de penser qu'un anormal n'est. Or, on est très très loin de ce genre de personnage, mais non, finalement. En fait, ça reste des personnes humaines avant tout, différentes certes, avec des capacités physiques différentes aussi, mais ça reste des personnes humaines. Donc non, elles sont pas si différentes que ça. Non. Si on les prend d'un point de vue humain, finalement, si on met de côté un petit peu leurs pouvoirs qui sont en lien avec leur... alors,
c'est vrai que leur race, comme vous dites, c'est pas un joli terme. C'est pas, c'est pas un joli terme. Non. Ou alors avec leur condition animale. C'est ça. Si on met à part ce qui relève de leur condition animale, finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça de nous, Non, du tout. avec des comportements humains qu'on peut retrouver chez tout à chacun. C'est ça. Finalement. Des amours, Là, on a toute la palette. Toute la palette des amours. Bon, voilà, comme on peut trouver... c'est ça. Comme dans la condition humaine, quoi. C'est ça, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Si une histoire, si un roman raconte une histoire, une tranche de vie, même fantastique, elle se doit d'être complète, je dirais. Voilà. Qu'il n'y ait pas de manquement ou de sélection. Voilà. Ils sont tous humains avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs amours, effectivement. Ils aiment qui ils veulent. Et voilà, c'est le monde tel qu'il est. Peut-être avec un peu plus, puisqu'ils sont habitués à la différence, avec peut-être un peu plus d'indulgence. Il y a peut-être, oui. Puisqu'ils vivent dans la différence. Donc je pense que quand on se sent différent, on est beaucoup plus à même d'être indulgent vis-à-vis de la différence de l'autre. Tout à fait, avec en plus cette notion que pour une personne normale, quelqu'un qui est anormal, tous les anormaux seront pareils. Ils seront tous anormaux, peu importe leurs conditions, qu'ils soient vampires, loups-garous ou sirènes. Ça reste des anormaux, donc des gens différents. Pour les anormaux, il y a tellement de catégories différentes et de comportements différents. Ils voient beaucoup plus justement ils voient les différences que les autres ne voient pas. Voilà. Ils vivent les différences de manière quotidienne. Voilà, et ils les connaissent. Et du coup, il n'y a plus cette peur, puisqu'ils ne sont pas dans l'inconnu. Eux. Contrairement à nous. Pardon, ouais. Alors, il y a un terme qui revient quand même assez souvent. Je dirais une dénomination un petit peu commune. Alors, vous parlez des anormaux quand vous ne parlez pas de la l'Orialette ou du Triton. Enfin, après, il y a une dénomination générale qui est les anormaux. Et il y en a une autre que vous utilisez fréquemment, ce sont les métamorphes. Oui, alors les métamorphes sont une variété des anormaux. C'est ceux qui peuvent changer leur aspect physique. Donc là-dedans, on va avoir par exemple les loups-garous, mais après tout ce qui est garou, justement. C'est-à-dire que de tout temps, nous connaissons dans la mythologie les loups-garous, mais il faut se dire qu'il y en a d'autres avec d'autres aptitudes animales. Les tigres-garous, les rats-garous. Voilà, c'est d'autres métamorphes. Ça englobe une catégorie entière des anormaux. Voilà. C'est comme on va avoir d'un côté le monde de la nuit avec les vampires, par exemple, les métamorphes, les personnes des mers, comme les sirènes, les méros, les tritons, comme on en a déjà parlé. Voilà, il y a plusieurs, et les sorcières qui sont un petit peu à part aussi. Voilà. Donc un vampire n'est pas un métamorphe. Non, le vampire ne change pas d'aspect physique. D'accord. Enfin, pas tout à fait. Enfin, pas de manière aussi nette qu'un loup-garou, quoi. Pas pour changer, pas pour devenir un animal, par exemple. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous faites bien la différence entre les métamorphes et. Oui. Alors, Chiara là-dedans, elle, c'est une normale. C'est une normale, c'est ça. Voilà. C'est une personne normale qui se retrouve en plein milieu d'une confrontation entre
les anormaux et plus particulièrement les soldats du néant qui sont entre guillemets le bras armé des anormaux et l'ordre qui lui est justement le bras armé des normaux. Voilà, pour être, elle se retrouve C'est entre deux les polices deux. en fait. C'est réellement des polices, c'est-à-dire que en fait ils ont le même rôle. Ils ont tout simplement le même rôle, c'est-à-dire essayer de contrôler ceux qui peuvent dévier de leur trajectoire, ceux qui ont des comportements qui ne sont pas cohérents et corrects pour la société. Donc il peut arriver qu'un loup-garou perde le contrôle, qu'un vampire perde le contrôle. Et dans ces cas-là, effectivement, les soldats du néant vont s'en occuper pour essayer d'éviter Toutes les dérives en toutes fait. les dérives et le fait que la population entière ait connaissance des anormaux. Et c'est ce que fait l'ordre aussi, à sa façon, mais d'une façon peut-être parfois un peu plus radicale. Donc voilà, et en fait, ils font la même chose de façon différente et se marchent souvent sur les pieds. Voilà. Ils protègent deux clans différents C'est ça. aussi. Voilà, avec cette... j'allais dire cette haine, mais c'est pas forcément tout à fait ça, mais c'est entre la compétition et la haine. Voilà, c'est... et ils n'arrivent pas à se comprendre non plus. Voilà. Et c'est vrai que Chiara, qui est elle une ancienne inspectrice de police, Voilà. elle a quand même ça aussi en elle finalement. Cette, Si elle sent qu'il y a une enquête à faire, elle la fera, c'est sûr. Elle a ce caractère-là aussi. Elle est tête brûlée, elle n'a pas sa langue dans sa poche, loin de là. Ouais, parce qu'elle est jeune quand même, hein, 25 ans. Oui, mais elle a l'assurance. Elle a de l'assurance. Elle est... Oui, elle a... Alors, dans les retours que j'ai eus, c'est vrai que certaines femmes ne l'appréciaient pas. Des lectrices, je parle. Oui, alors, Chiara peut avoir ça peut être ce genre de femme que les autres femmes n'apprécient pas forcément. Voilà, la femme sûre d'elle, la femme croqueuse d'hommes aussi, la femme qui parle avant de réfléchir souvent, très souvent, qui est plutôt une belle femme aussi et qui le sait. Elle a voilà, c'est un personnage complexe qui évolue beaucoup dans l'histoire sur les 2 tomes. Donc c'est vrai que le personnage qu'elle est au début est loin d'être celui qu'elle est sur la fin. Et à la fois, c'est très... comme quoi chaque lecteur y voit un petit peu ce qu'il veut, ou chaque Oui. lectrice. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que moi, Chiara, je vois une effrontée, je vois une femme libre, point, et qui se donne les moyens Moi, j'adore Chiara. de sa liberté. Donc, je pense que tous les ressentis qu'on peut avoir par rapport à un personnage sont toujours très subjectifs. C'est vrai. Alors après, ce qui est amusant, c'est que... Et quand je dis effronté, c'est le côté drôle que... elle a de la répartie. Voilà, c'est ça. Elle a de la répartie, comme je dis, elle parle souvent avant de réfléchir, sa langue fourche. Mais elle, oui, elle est amusante. Et puis elle est attachante au final. Et justement, ce qu'elle ne connaît pas au départ, vu que c'est une enquêtrice, elle cherche à le connaître. Et ça change tout, en fait. Elle a l'ouverture d'esprit, hein. Oui. Elle a l'ouverture d'esprit. Donc, et après, c'est une bretonne de mère italienne et de père canadien. Ça fait un mélange un peu explosif, quoi. Déjà, à la base, c'est un mélange. Chiara n'est pas... elle vient de partout et de nulle part à la fois. En fait, c'est un petit peu ça. Et avec son côté impétueux, son côté impulsif, un peu... oui, c'est un personnage haut en couleur, on va dire. Oui. Voilà.
Au caractère bien trempé. Bien trempé. Ouais. Enfin, moi, je la trouve très attachante. Comme quoi, on y voit ce que... C'est vrai. C'est très Alors, très attention, subjectif. les personnes qui ne l'appréciaient pas au départ m'ont dit qu'ils avaient fini par l'apprécier quand même. Oui, Enfin, bon, c'est alors qu'au moi ça va, final- je l'ai apprécié dès le départ. Donc je rappelle le titre. Donc le titre générique, c'est Les Soldats du Néant. Et avec un premier tome, L'éveil de Chiara, et un deuxième intitulé Ténèbres et Lumière. Et nous, on se retrouve demain, puisqu'il nous reste encore 2 jours à passer ensemble pour la suite de l'émission. À demain. Arnaud Cornillet, Soldat du Néant, L'éveil de Chiara. 5 minutes plus tard, la détective se dirigeait vers la salle de billard. Habillée de la même façon que la veille, elle avait attaché ses cheveux sommairement, rendant probablement son air plus strict. Bien que l'heure soit matinale, 4 des membres de l'équipe attendaient déjà patiemment. Seule Perla manquait à l'appel. Pas une surprise qu'elle ne soit pas là, elle remue son petit corps parfait sous la douche. « Chiara !» annonça Adam, « ravi que tu aies décidé de nous rejoindre. J'imaginais que tu serais plus pressé de recevoir quelques explications sur la situation. Mais apparemment, tu préfères la compagnie de Perla. La honte, donc pudeur, vie privée, discrétion n'existe pas ici. Hein. C'est bon à savoir. En tout cas, je ne rajouterai pas d'eau à son moulin. Je ne pensais pas que vous seriez levé si tôt, s'excusa-t-elle en s'installant près d'Isabelle, la jeune femme albinos. Adam ne prit pas la peine de répondre ou même de se justifier. Il continua comme si Chiara n'était pas intervenue. Donc, ce matin, nous allons te faire un petit topo de la situation. Il faut quand même que tu saches dans quoi tu t'engages. Après cela, libre à toi de partir ou de rester. Personnellement, je tiens à te signifier que ton intégration dans l'équipe serait un plus. Une ancienne flic, tête brûlée et sexy, conviendrait parfaitement avec ce groupe. Attends un peu, je n'ai jamais dit que je voulais faire partie de ta secte. Je souhaite juste retrouver Jonas, lui faire bouffer ses dents et reprendre ma vie là où elle s'était arrêtée. Ta vie, telle que tu la connais, est terminée, intervint Yann. Lorsque tu auras entendu ce que nous avons à te raconter, tu ne verras plus tes amis de la même façon. Ok, j'ai compris. Vous allez sûrement me parler d'un monde parallèle avec des sorciers, des elfes et des ogres. Un truc dans le genre, non ? Philippe grogna en levant les yeux au ciel. On ne se connaît que depuis hier, râla-t-il, mais je te trouve déjà chiante. T'es en train de foirer tout l'effet de surprise. Quoi ? Bafouilla la détective. Vous êtes sérieux ? Un monde parallèle ? Mais ils me prennent pour une conne en plus. Adam éclata d'un rire franc et puissant, rapidement suivi par toute sa troupe. Encore une fois, Chiara se sentait de trop. Discrètement, Perla entra dans la salle et lui adressa un clin d'œil avant de s'asseoir près de Philippe. Ce dernier se calma enfin et répondit à Chiara. « Non, on te fait marcher, pas de monde parallèle. En tout cas, se ravisa-t-il, on n'a aucune preuve actuellement de l'existence ou non d'un autre monde. Mais je reste persuadée que... » « Oh, ça suffit, Philippe !» soupira Perla. Elle observa Chiara. « Il fait une fixation là-dessus. Notre cher Philippe croit dur comme fer en un monde parallèle. » Perla chuchota. « Alors, s'il te plaît, ne rajoute pas d'eau à son moulin. » Adam se redressa dans son fauteuil. Dieu, qu'il est impressionnant. Une carrure d'athlète, un regard de tueur et un charisme incroyable. Il ne ressemble en rien à l'homme idéal selon mes critères. Pourtant, je ne sais pourquoi je me sens attirée comme un aimant. Adam est envoûtant. Oui, c'est le bon terme. As-tu fini de rêvasser ? S'enquit l'individu aux cheveux de sang à Chiara. Depuis combien de temps le fixait-elle ? Elle n'en avait aucune idée. À son tour, elle se redressa sur son canapé, gênée encore une fois. Adam, lui, esquissait un léger sourire, prouvant qu'il s'amusait de la situation. « Alors, demanda-t-elle, quelqu'un va-t-il m'expliquer ce que sont les anormaux et les normaux, et surtout,
Dans quel pétrin suis-je allé me fourrer ? Toujours aussi direct, railla Adam. J'espérais naïvement que tu changerais au cours de la nuit. Ah, vraiment. Il faut que j'arrête de croire au Père Noël. Bien, donc, commençons par le commencement. Depuis des millénaires, les hommes imaginent ne représenter qu'une seule espèce. Cette notion est complètement erronée. Les humains se divisent en plusieurs catégories. D'un côté, tu as les normaux, dont tu sembles faire partie, Chiara. Vous autres avez l'esprit obtus et êtes contrôlés par votre peur de la différence. Ce qui a obligé la deuxième jante à vivre cachée. Les rares normaux au courant de cet état de fait nous appellent les anormaux. Mais qu'est-ce que la normalité ? De quel droit nous définissent-ils comme non normaux ? Adam serrait les mâchoires et pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis il cligna des yeux comme pour se rappeler où il était et continua. Bref, donc nous sommes des anormaux. Nous vous ressemblons en tout point, sauf que nous possédons quelques aptitudes en plus, nous sommes plus évolués, plus performants que vous. Adam, ne t'enflamme pas, se moqua Perla, reste-en au fait, elle sera perdue sinon. Oui, désolé Chiara, se gossa-t-il, je m'emballe parfois. Pas grave, continue. Chiara faisait tout pour paraître calme, semblant incorporer toutes ces informations sans broncher. En fait, elle se sentait en panique totale. Son instinct s'en trouvait scindé en deux. D'un côté, elle se persuadait de faire face à une bande d'illuminés, et de l'autre, elle faisait un lien ténu avec son expérience malheureuse au sein de la police rennaise. Chiara avait envie d'y croire, ne serait-ce qu'un instant. Adam dut sentir ses réticences et continua. Les légendes urbaines ont une part de vérité, tout comme les mythes des anciens temps. Et ceux que les normaux comme toi appellent des créatures fantastiques ne sont en fait que des anormaux. Attends, le coupa-t-elle, tu veux dire quoi là ? Les fantômes, les loups-garous et les autres monstres dans le genre ? Ne nous traite pas de monstres, hurla Yann. Tu ne nous connais pas, vous autres ne savez rien de nos peuples, nous ne sommes pas des monstres. Calme-toi, intervint Isabelle de sa voix douce et cristalline. L'albinos posa la main sur l'avant-bras de Yann qui, en un instant, se détendit. Ses muscles se relâchèrent si rapidement qu'il s'endormit sur le canapé. Chiara balbutia. Tu lui as fait quoi ? Isabelle baissa la tête comme pour s'excuser de ce geste. Pourtant, elle avait évité que le beau brin torturé n'explose dans une autre colère à l'encontre de la détective. Isabelle est une L'Oréalette, intervint Adam. Elle est douée d'une empathie exacerbée et peut, par un contact, apaiser les gens. Waouh ! Très impressionnant ! Et je te remercie, j'ai manqué de tact encore, lui avoua Chiara. Si Isabelle ne possédait pas une peau si blanche, la détective aurait pu imaginer la voir rougir. Cette jeune femme chétive avait un pouvoir incroyable sur les personnes de son entourage. Elle leva les yeux vers Chiara et lui dit « Yann est un bisclavrette. » « C'est-à-dire ?»« Les bisclavrettes, répondit Perla, sont une branche celte des loups-garous. En fait, tu l'as insulté 2 fois en 2 jours. Hier, tu l'as appelé mon petit loup, et aujourd'hui, tu l'as traité de monstre. » « Ah, quand même. Quelle gourde. Tu ne pouvais pas savoir, lui dit Adam. Mais je t'avais demandé de garder ta langue dans ta poche. Ça semble impossible pour toi, Et toi, t'es quoi ? Le terme « quoi » voudrait signifier que je suis au mieux un animal, maugréa-t-il. Fais attention à ce que tu dis, par pitié. Oui, j'ai du travail à faire pour arriver à ne pas vous vexer à chacune de mes paroles, désolé. Donc je reformule. De quelle espèce es-tu le digne représentant ? Encore un peu acerbe, mais ça fera l'affaire. Je suis un vampire. Philippe est un triton et Perla une chupacabra. Bienvenue à la foire aux monstres. Adam fronça les sourcils et continua. Et en tant que vampire, je lis aussi dans les pensées. Et merde. Oui, tu peux le penser, effectivement. Mais, il sourit. Je voudrais revenir sur ce à quoi tu pensais tout à l'heure. C'est-à-dire ?
Chiara cherchait dans sa mémoire la phrase qui aurait pu l'interpeller. En fait, il y en avait beaucoup, comme l'épisode avec Perla dans la douche, ou le fait de les voir comme des timbrés. Alors comme ça, je suis envoûtant. C'est intéressant. Place à la lecture dans Il était une fois un livre, Et voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre, Et voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, jeudi, nous nous retrouvons avec notre invité de la semaine, notre invité à l'honneur, Arnaud Cornillet, pour parler autour de ces Soldats du néant, roman en 2 tomes. Donc le premier qui est intitulé L'éveil de Chiara et le deuxième Ténèbres et lumière. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour. Hier, c'est vrai que nous avons un petit peu plus parlé de ce personnage phare qui est central dans cette histoire, même s'il y a beaucoup de personnages quand même. Il y a beaucoup de personnages, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment propre souvent à l'univers de la fantaisie. Il y a souvent beaucoup de personnages, quoi. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup de personnages parce que généralement, c'est vrai que la fantaisie, les histoires de fantaisie sont presque plus complexes dans le sens où il y a tout à créer, l'histoire demande à ce qu'on apprenne plus sur le monde, plus sur les races, sur les différentes catégories de personnages et ça prend du temps, donc du coup il faut aussi une diversité de personnages importante, voilà. Pour permettre d'éclairer justement... Qu'on ne peut pas forcément survoler non plus, voilà. Donc il faut qu'ils aient chacun un rôle propre et une personnalité une personnalité importante. Après, c'est vrai qu'on peut s'y perdre au départ, ça peut être compliqué, surtout en fantasy pure. Je parle pas d'urban fantasy, un peu moins, mais en fantasy pure, il y a souvent beaucoup de personnages. C'est pour ça que c'est en plusieurs tomes. Vraiment beaucoup de personnages dans des lieux géographiques imaginaires, donc avec tout un vocabulaire aussi qu'il faut apprivoiser au départ quand on commence quand on lit un nouvel auteur, par exemple, faut rentrer dans son univers avec ses lieux, sa société. C'est ça, en fantaisie, oui, c'est vrai que c'est un petit peu ardu au départ. Il faut se familiariser avec le vocabulaire. Voilà, vous, l'avantage, c'est que c'est vrai que dans ce livre, il y a au moins une chose avec laquelle on est familiarisé, surtout ici. C'est le lieu, puisque ça se passe quand même à Rennes. C'est ça, principalement à Rennes, effectivement, entre Rennes Alors, et Saint-Malo. rassurant, pas rassurant, je ne sais pas. Oui, c'est ça. On verra peut-être pas les rues de Rennes de la même façon, mais oui, ça se passe à Rennes et à Saint-Malo, et un petit peu ailleurs. Mais surtout Rennes et Saint-Malo. Voilà, globalement, c'est ces 2 endroits-là. J'avais envie, oui, Comme les anormaux font partie de la population et peuvent être partout, ils peuvent très bien être à Rennes. Hein. Mais bien sûr. Voilà. et à Saint-Malo. Et à Saint-Malo. Dans les remparts. Donc c'était aussi un choix, histoire de pimenter un peu, de pimenter l'histoire. J'aime bien... alors après, c'est vrai que je pars pas dans des grandes descriptions, mais... pour les lecteurs qui sont du coin, c'est toujours sympa de se retrouver dans les endroits qu'on connaît. Et puis pour les lecteurs qui ne sont pas du coin... ils ne sont pas perdus non plus. J'aime à penser que voilà, ça leur donnera peut-être envie d'aller à Saint-Malo. ou pas. C'est vrai que les descriptions des lieux sont
sont telles que si on est du coin, on peut éventuellement s'y retrouver, mais si on n'est pas, enfin si on habite la capitale ou une autre province, on n'est pas non plus perdu, quoi. Non, on peut se l'imaginer. Après, On peut ça. facilement se l'imaginer parce que voilà, les descriptions ne sont pas non plus. Vous décrivez pas des rues, Non, pas dans les détails, quoi. Non, et puis j'en ai quand même créé. Il y a quelques rues qui sont imaginaires. Pas toutes, hein, il y en a très peu qui sont imaginaires, mais oui, moi, quand je me renseigne dans ces cas-là, je bouge vers les endroits que je veux décrire, j'y vais pour les voir et pour m'en imprégner réellement, sauf ceux que je connaissais parfaitement, comme sur Rennes, où c'était beaucoup plus facile. Mais oui, après, j'essaye de faire que ce soit fidèle. Et en même temps, ceux qui ne connaissent pas l'endroit peuvent tout à fait s'imaginer l'endroit aussi. En tout cas, j'espère. C'est juste un point de repère. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas forcément rassurant, mais parce que de se dire qu'il y ait autant d'anormaux, même dans les rues de Rennes, c'est embêtant. Mais finalement, une fois qu'on a lu vos livres, il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Non. Hein, à moins de tomber sur un vampire affamé. Mais bon, en général, voilà. Alors, vous avez il y a un passage où on se retrouve à une fête, avec tous ces anormaux. Alors, bon, effectivement, quand on voit le buffet, on peut avoir quelques doutes. J'imagine que quand on est normal, comme Chiara au départ, ça peut être déroutant, quoi, de se retrouver, parce qu'on imagine un buffet fait pour un vampire, pour un triton, pour un loup. Voilà, je sais. Alors, effectivement, ça peut un peu être... C'est déroutant quand même. Hein. C'est ça, déroutant, c'est le terme. Sauf si on aime les algues, la viande crue, oui. le sang servi en pichet. C'est ça, voilà, en carafe, ouais. Mais ça ressemble à du vin, ceci peu. Oui. Oui, ça fait partie de leur alimentation, c'est comme ça. Après, effectivement, ça peut paraître un peu surprenant au départ. C'est un autre monde. Hein. Oui, on est quand même dans la fantaisie. C'est ça, oui. Alors, un autre trait qu'on retrouve quand même, au-delà du fait qu'il y a très souvent en fantaisie beaucoup de personnages, oui. Il y a quand même autre chose qu'on retrouve aussi de commun, c'est un monde sans frontières. C'est que les gens se déplacent... on a l'impression que on ne vit pas dans des pays, mais dans un monde, dans le monde. Et on va en Roumanie, Ça vous choque parce que c'est maintenant et qu'on a peur de faire plus de 10 km. Mais si, maintenant on a le droit. Mais non, mais oui, c'est vrai qu'effectivement... Le monde est vaste quand même en fantaisie. Oui. Très souvent. Ouais. Mais ça va avec le reste. Pourquoi se contenter juste d'un petit endroit quand on peut avoir le monde entier comme terrain de jeu et comment dire, la Roumanie, pour reprendre la Roumanie n'est pas différente. Là, j'ai plus vu la Roumanie comme un petit clin d'œil à Dracula. Oui, c'est-à-dire qu'on va chez Elderic, mais c'est... Le roi des vampires. Le roi des vampires, mais c'est vrai que les anormaux sont partout. Donc c'était aussi normal de faire un peu bouger notre héroïne et les soldats du néant vers des endroits différents parce que... les problèmes sont partout et... Oui, alors vous dites les anormaux sont partout, c'est vrai, mais les normaux aussi sont partout. C'est ça. Et quand on a affaire à un roman qui ne relève pas de la fantaisie, on est chez les normaux, il y a quand même plus de frontières.
Alors que en fantasy, je trouve, pour ce que j'ai pu en lire, on a plus l'impression de vivre dans le monde Ouais, plutôt que dans un pays. c'est possible, c'est vrai. Alors, oui, alors, en tout cas, en ce qui me concerne, moi et mes écrits, c'est le cas parce que ça fait partie de la diversité. Donc, du coup, en fait, les frontières, je dirais pas qu'elles n'existent pas, mais on est pareil partout. Voilà. Donc, ils vont là où ils ont besoin d'aller. Les frontières sont administratives, c'est point, ça. quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres romans de fantasy où effectivement ils ont des notions plus importantes, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la politique et donc sur les frontières. Mais il y a tellement de variétés de fantasy différentes. Et de sous-divisions. Ah oui, voilà, parce que j'allais pas dire de sous-fantasy, parce que c'est pas en termes de qualité. En sous-catégorie de fantasy, non, il y en a énormément. Peut-être plus que dans le reste d'ailleurs de la littérature blanche, quoi, enfin. Ah oui, tout à fait. Mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est parfois si difficile de s'y retrouver pour un novice. Après, je sais pas si c'est utile de vraiment de mettre une étiquette. De faire quoi. la différence. C'est-à-dire que bon, la fantaisie reste de la fantaisie. Alors soit effectivement on est dans un monde imaginaire comme le monde de Narnia, comme le Seigneur des Anneaux ou autre, où là c'est vraiment des mondes complètement imaginaires. Soit on se retrouve, comme je parlais tout à l'heure de Twilight ou autre, dans le monde réel. Mais au final, ça reste des histoires magiques, plus légères peut-être, certainement plus légères qu'un polar noir ou autre. Voilà, ça permet un petit peu de rêver. Voilà, peu importe le style de littérature, le style de catégorie de fantasy, c'est le but. C'est vrai que même si on rencontre de la violence en fantasy, parce qu'il y en a aussi, le lecteur peut toujours se raccrocher à l'idée que c'est de la fantasy et que c'est de la littérature de l'imaginaire. C'est ça. Alors que quand on lit un roman noir ou un polar, et avec c'est ancré bien ancré dans notre réel, ça peut faire davantage peur. Ah, c'est sûr. Donc si on veut avoir un peu de frisson tout en se rassurant, voilà, lisons de la fantaisie. Avec où on est sûr de trouver de la magie, du merveilleux. C'est ça, des histoires d'amour aussi. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Donc, lisons de la fantaisie. Chers auditeurs, je ne peux pas mieux vous dire que évadez-vous, c'est un produit d'évasion 100% garanti. C'est se dire que c'est à Rennes, et peut-être que Rennes est différent de ce que vous pensez. Voilà. Maintenant, vous regarderez Rennes différemment, et Saint-Malo aussi, peut-être. Saint-Malo aussi. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On a encore une journée à passer ensemble demain pour parler de ce merveilleux monde de la fantaisie. Et en attendant, laisse place à un peu de lecture. À demain. Arnaud Cornillet, Soldat du néant, l'éveil de Chiara. Les anormaux existent depuis le début de l'espèce humaine. La plupart du temps, discrets, on note toutefois que certains d'entre eux sont plus avides de pouvoir que d'autres et utilisent leurs aptitudes pour se faire idolâtrer. Ce fut le cas en Égypte, en Grèce et en Scandinavie par exemple, où ils furent pris pour de vraies divinités. Zeus, Anubis ou même Thor pensaient que le peuple normal avait besoin de leaders, de personnes en qui croire, quelles que soient les difficultés auxquelles ils se retrouvaient confrontés. Pendant des siècles, ce système fonctionna sans peine. Bien évidemment, quelques anormaux, belliqueux et jaloux de leurs aînés, tentèrent de renverser les pouvoirs en place. Des batailles agitèrent les contrées scandinaves où Loki et Heimdall se déchirèrent. Hadès, quant à lui, comprit assez rapidement que son intérêt ne se trouvait pas dans un affrontement avec son frère Zeus. Pendant plusieurs millénaires, les anormaux régnèrent sur le monde, toujours dans l'objectif
de rendre l'humanité meilleure. Mais peu à peu, les citoyens perdirent leur amour pour eux. Ce fut d'abord le cas en Égypte, où la gérance des dieux s'acheva, puis en Grèce, en Scandinavie. L'Empire romain ne fut pas en reste. Bientôt, les anormaux se retrouvèrent au même niveau que les hommes, allant jusqu'à se cacher pour éviter le courroux des plus agressifs. Zeus et les siens identifièrent rapidement l'élément déclencheur de cette révolte. La plus ancienne anormale, Chérie, la déesse mère. D'une grande beauté, elle fut vénérée pendant des siècles avant de disparaître mystérieusement, laissant son peuple dans le désarroi le plus total. Dans l'ombre, sous l'identité d'une simple humaine, elle observa ses congénères se déchirer pour un peu plus de pouvoir. Elle décida alors que l'ère des anormaux était révolue et que les humains avaient besoin de se prendre en charge eux-mêmes. Son pouvoir de persuasion exceptionnel ouvrit les yeux des hommes sur la supercherie qu'étaient les religions. Et même si certaines communautés ne se sentaient pas prêtes pour un tel bouleversement, le pouvoir des dieux s'en retrouva amoindri. Bientôt, chacun de ceux-ci céda pour vivre au sein même de leur peuple, là où était réellement leur place. Mais si la plupart des normaux acceptaient cet état de fait, d'autres furent apeurés. C'est ainsi qu'en l'an 510, sous l'égide de Clovis, l'ordre fut créé afin de protéger le peuple normal. Au cours de l'histoire, cette organisation fomenta de nombreux assassinats, utilisant le prétexte de la chasse aux sorcières en règle générale et de façon plus extrémiste, en orchestrant les génocides complets des peuples riches en anormaux. Une guerre secrète débutait entre ces deux peuples. L'ordre se développa sur tous les continents, forma des cellules et des lieux secrets dans lesquels des anormaux se trouvaient emprisonnés. Ces derniers devaient se défendre et la haute instance, regroupement des anormaux les plus puissants, créa une unité d'élite, les soldats du néant. Leur objectif était simple, contrer l'ordre et protéger leur peuple. À cette mission principale s'ajoutait la chasse des anormaux fous et sanguinaires, car il y en avait. Et, bien entendu, la haute instance préférait que les leurs restent dans l'ombre. Adam annonça à Chiara qu'il officiait au sein de ce groupe depuis plus de 2 siècles. Bien évidemment, en tant qu'unique immortel, il avait vu passer nombre d'amis et en avait perdu autant. Bien qu'il ne laisse rien paraître, Chiara sentait que cette situation l'affectait. Parcourir le monde et en profiter pour recruter, de temps à autre, un nouveau membre faisait aussi partie de ses prérogatives. Et d'après lui, la jeune Bretonne avait les aptitudes morales et psychologiques pour incorporer son unité. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine pour l'émission, donc en compagnie d'Arnaud Cornillet, qui est venu nous parler de ses derniers livres et de son univers de la fantaisie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je voulais revenir sur un des personnages dont vous disiez que vous aviez un petit peu donné une condition animale à chacun de vos personnages, de manière à donner de la diversité, mais aussi à nous les faire connaître. Et il y a un des personnages qui est une dryade. Oui. Alors que je connaissais un peu moins. Les dryades font partie... C'est de la mythologie grecque. Les dryades sont une sous-espèce des nymphes. Donc après les nymphes, il y en a... C'est exclusivement
des femmes. Donc il y a les nymphes des forêts, les nymphes des mers, les nymphes de l'eau. Il y a beaucoup d'histoires sur les nymphes, beaucoup de choses qu'elles peuvent ou qu'elles ne peuvent pas faire. La plupart du temps, c'est envoûter les hommes et être en osmose totale avec la nature. C'est une des conditions fondamentales en fait des nymphes. Elles s'apparentent un petit peu aux sirènes dans le sens où elles ont cette capacité de séduction sur les hommes entre guillemets. C'est la force de la nature, la force de la femme face à la faiblesse de l'homme en quelque sorte. Voilà. Donc après chacune des sous-catégories a des pouvoirs particuliers, et quand on parle des dryades ou des nymphes des forêts, c'est la nature elle-même qui est importante. Voilà, c'est ce qui leur donne leur force, c'est la nature. Donc là, c'est une dryade, donc elle est plus apparentée aux nymphes des forêts. Là, c'est une nymphe des forêts, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, qui tire sa force de la nature. Mais qui lui donne pas non plus un pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir particulier. Une force. Voilà, c'est pas un vampire, c'est pas un loup-garou. C'est une femme guerrière quand même, mais qui n'a pas de force physique surdéveloppée, qui a d'autres pouvoirs que lui confère aussi la nature. Elle a d'autres pouvoirs très importants. Je peux pas non plus tout dire, mais disons que c'est des pouvoirs, des responsabilités, des conséquences qui peuvent être dramatiques aussi parfois. C'est un peu une pierre angulaire dans ce roman, à sa façon. Voilà. Donc en fait, tous les anormaux ne sont pas ils ont tous une particularité, donc c'est ça. Des compétences particulières liées à la condition animale auxquelles ils sont reliés. Mais voilà, ils ont juste chacun des compétences en fait, plus. C'est un petit peu ça, mais en fait ça va avec leurs conditions, mais tout simplement, enfin, c'est-à-dire que c'est... Ils sont pas tous égaux face à ces compétences finalement. Non. Mais ils sont tous utiles. Chacun à sa façon, c'est vrai. C'est sûr qu'on ne demandera pas à un vampire de faire de la plongée, là où un triton ou une sirène peut le faire. C'est chacun a ses compétences. C'est pour ça que l'équipe des Soldats du Néant est si diversifiée aussi, avec des personnages aussi hauts en couleur aussi. Mais ça, c'est peut-être du fait de leur capitaine, hein. Adam, qui est lui-même assez particulier. Et qui a quand même mis 5 siècles avant de devenir adulte. Ouais. Je ne pensais pas que l'adolescence durait aussi longtemps chez les vampires. Pour lui, en ce qui le concerne, elle a été plutôt compliquée. C'est un personnage complexe qui se cache beaucoup derrière son apparence rustre et brutale, mais qui est bien plus que ça. Voilà. Non, mais ça fait partie, quand vous parliez hier de légèreté, je dirais que c'est aussi avec des éléments comme ça qu'on peut avoir des histoires fortes, avec des objectifs de justice, comme on peut avoir dans n'importe quelle littérature, avec de la violence également. Mais en fantaisie, alors là c'est vrai que ça fait plus référence au terme, même si la fantaisie c'est le terme anglo-saxon, ouais. C'est vrai que on a aussi ces éléments de fantaisie là en français, ouais, qui donnent un peu de légèreté, de sourire si on est dans une situation complexe et que ou de violence et qu'on vous dit
que tu as mis 5 siècles à grandir ou à devenir adulte, bah, tout de suite, ça fait redescendre la pression, quoi. C'est ça. On se dit, ah oui, quand même, quand même. Mais oui, mais sous leur aspect sérieux pour certains, très sérieux pour d'autres, bah, y a toute une vie derrière en fait. Et eux aussi, ils ont vécu des choses étranges, des choses amusantes, des choses bizarres. C'est ce qui les caractérise. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que tout n'est pas dur dans ces romans, loin de là. Tout est. C'est la vie, quoi. Il y a de tout. Des moments amusants, des moments tristes, des moments brutaux ou non. Donc voilà, il y a de tout. Mais ce côté fantaisie Ouais. donne un petit peu de légèreté. Enfin, C'est plus facile, oui, peut-être. On a plus de. En tant qu'auteur, on a plus d'amplitude sur l'aspect ou comique ou dramatique grâce à la fantaisie. On peut se permettre plus de choses. Voilà, sur des choses comme ça, effectivement, 5 siècles d'adolescence, ça se vit pas bien. Et, ça doit être long, surtout. Ça doit être très très long. Et pour les parents, j'imagine même pas. oula, bah oui, c'est le problème d'être immortel. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on ne pourrait pas dire dans un polar normal, ça c'est sûr. Ou dans un thriller ou autre, mais parce qu'on va croire que j'en veux au polar, pas du tout. Mais voilà, c'est Ou dans la littérature. la littérature classique. Oui, non, mais classique. voilà, on a une amplitude qui est plus grande, mais toujours avec cette difficulté de savoir rester cohérent. C'est plus c'est grand en amplitude, hein, plus on peut faire des erreurs en disant quelque chose où on va se contredire quelques temps plus tard. Donc c'est à double tranchant la fantaisie en fait. C'est très très minutieux de lancer de créer un monde ou de créer une histoire en fantaisie parce que on n'a pas le droit à l'erreur, ça peut vite. Oui, devenir complètement incohérent, quoi. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Et là, on perd le lecteur. Ben ça peut être effectivement, ça peut être un des risques. On peut pas créer un monde entier en disant que les voitures volent et puis au final faire à la fin une voiture qui roule juste parce qu'on a oublié que les voitures volaient avant. Donc on est obligé tout le temps de créer un monde, de faire ça de façon très minutieuse et de tout noter. Le travail en amont est peut-être plus compliqué que sur un autre que sur un roman dans le monde réel. Voilà, là ça reste de l'urban fantasy, donc là ça reste dans le monde réel. Je prenais moins de risques à ce niveau-là. Maintenant il y a toujours des choses, ne serait-ce que pour la chronologie, quand les personnes vivent plus de 5000 ans ou de plus de 3000 ans, on peut pas trop se tromper sur la chronologie, donc voilà, il faut voir à quoi ressemble mon coin d'écriture. C'est des tableaux en liège avec des post-it partout et des cordes rouges, bleues, vertes de chronologie qui me font penser, à n'importe qui arrive chez moi que je suis un serial killer. C'est pas le cas. Mais voilà. Faut pas perdre le fil. Mais il faut pas perdre le fil, hein, c'est ça. Alors, je sais pas s'il y a une... c'est vrai que lire de la fantaisie, ça suppose peut-être une capacité à se laisser embarquer dans des histoires. Oui. Ce que les enfants font très bien, sans se poser de questions. Peut-être les jeunes adultes aussi qui ont besoin d'évasion, qui ont besoin... C'est vrai que quand je pose la question à un jeune, pourquoi tu lis de la fantaisie ? Le premier argument qui vient, c'est parce que c'est l'évasion assurée, quoi. C'est ça. Et je me dis, c'est dommage que plus on avance en âge, et plus on perd cette... parce que je ne connais pas la moyenne d'âge du lecteur de fantaisie, mais je pense qu'il est plutôt entre 20 et 30. Alors, il est plutôt jeune, oui et non. On va dire que la majorité, effectivement, ont en dessous de 30 ans. Maintenant, il ne faut pas oublier tous ceux qui ont
popularisé la fantasy, comme l'ont fait Tolkien, par exemple, comme l'a fait J.K. Rowling avec Harry Potter. Et mine de rien, Harry Potter a 20 ans. Donc ceux qui l'ont lu en ont déjà plus de 30. Hein. Donc voilà, ceux qui étaient là au départ. Donc le lectorat vieillit aussi, ce qui est plutôt pas mal. Au final, c'est que oui, il y a des jeunes lecteurs de fantasy, mais il y a aussi des lecteurs moins jeunes. Attention, j'ai presque 40 ans, donc on est très jeune encore, hein, 40 ans. Oui, mais on sent quand même que plus on avance en âge, et Ouais. quand on interroge les gens sur ce qu'ils lisent, on trouve, C'est vrai. plus on avance en âge, et moins on trouve de lecteurs de fantasy. Et ceux qu'on trouve en lecteurs de fantasy sont souvent des hommes. Oui. Alors, est-ce à C'est dire vrai. que les hommes gardent leur âme d'enfant plus longtemps, Allez, on va tout dire que les hommes sont immatures. ou c'est, Non. mais qui dit âme d'enfant dit capacité aussi à s'émerveiller et à se laisser embarquer aussi plus facilement. Et c'est vrai que ce qui importe avant tout, c'est de lire une bonne histoire, qu'elle soit dans l'univers de la fantaisie ou pas. Ce qui importe, c'est l'histoire. C'est vrai. Alors, en ce qui concerne, par contre, l'urban fantasy, la beat lit, donc comme les Soldats du Néant, en fait, où ça parle de vampires, de loups-garous, et souvent avec une histoire d'amour en fond, il y a quand même un lectorat assez féminin aussi. Presque plus féminin sur ce secteur-là de la fantasy. Et pour la fantasy pure, quand je dis pure, c'est l'héroïque fantasy, où effectivement le lectorat est peut-être plus masculin. Parce que c'est, je sais pas Des si univers plus virils, Alors, ça va aussi avec d'épopées militaires. Ça va aussi avec les jeux de rôle. Si vous parlez avec des personnes qui jouent aux jeux de rôle, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de trentenaires, même des plus âgés, hein, qui jouent des jeux de rôle. Quand on a commencé, après c'est difficile de s'en sortir, j'allais dire. Mais ces personnes-là lisent aussi de la fantaisie. J'allais dire que ça va avec, on peut faire l'un sans l'autre, mais les deux se coïncident très bien. Voilà. Et après, ça, c'est plus effectivement ma génération. Donc, ceux qui sont aux alentours des 40 et un petit peu ceux d'en dessous aussi. Mais à partir de ma génération, qu'on a commencé vraiment à jouer aux jeux de rôle, comme il y a eu Donjons et Dragons ou autres avant, dans les jeux de rôle les plus connus. Et ça va avec, en fait. Mais c'est vraiment notre génération. Je suis curieux de savoir ce qui se passera dans 20 ans pour la fantasy, en fait. Parce que quand on commence à lire la fantasy, on a un petit peu de mal à la lâcher. Et moi, tous ceux que je connais, qui lisaient de la fantasy à 20 ans ou 30 ans, continuent à lire après. Donc voilà, je suis curieux, j'attends de voir ce que donneront les 20 prochaines années. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on a commencé à lire de la fantaisie, on y revient régulièrement. Ouais. Je vais pas dire qu'on en lit exclusivement. Par contre, oui, on y revient. Et on remarque même que sur les plateformes de streaming, il y a de plus en plus de grandes productions de séries en fantasy. Fantasy ou fantastique. Ce qui marche le plus sur ces plateformes-là sont, quand on va regarder Game of Thrones ou autre, c'est de la fantasy pure. Et ça fonctionne bien. Donc, je pense que l'avenir de la fantasy c'est plutôt un bon avenir. J'ai plutôt c'est un secteur qui se porte bien, toujours. J'ai un bon sentiment là-dessus sur l'avenir. En France, on a un petit peu de retard par rapport aux pays anglo-saxons et je pense que ça va un petit peu plus se démocratiser en France que ça ne l'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste... c'est de moins en moins réservé justement aux personnes adeptes des jeux de rôle ou autres. Voilà, ça commence à se diversifier et c'est très très bien. Et je crois qu'en 2020, c'était un secteur qui
toute littérature confondue, la fantaisie était un secteur qui se portait plutôt bien. Ouais, je pense, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'évasion, de merveilleux pour sortir d'un contexte parfois un peu anxiogène. Ça joue aussi, je pense que, voilà. Donc, lisez de la fantaisie. Ça vous sortira de votre quotidien. C'est garanti 100% divertissement. Voilà, et dépaysement garanti. Voilà, et dépaysement. Donc, je rappelle les titres de vos 2 ouvrages dont on parle depuis mardi. Donc, L'éveil de Chiara et Ténèbres et Lumière, sous le terme générique des Soldats du Néant. Et le tout premier livre dont on a parlé là pour la jeunesse, qui s'appelait L'anniversaire maudit, et les aventures extraordinaires de Louison, épisode 1. Épisode 1. Chez Livresque Édition. Voilà. Donc, merci beaucoup Arnaud Cornillet d'avoir passé cette semaine avec nous. Et puis, on se retrouvera certainement parce que j'imagine que c'est comme un lecteur qui a commencé la fantaisie, il y revient. Un auteur, c'est la même chose. Rendez-vous en 2022. Donc, on se dit rendez-vous dans quelques mois. Voilà, pour la suite des aventures. C'est ça. Merci et à une prochaine fois. Merci à vous. Arnaud Cornillet, Soldat du néant, l'éveil de Chiara. La nuit s'avéra longue et agitée. Chiara avait passé des heures à tourner dans son lit, cherchant une bonne position afin de trouver le sommeil. Mais il était évident que le manque de fatigue ou le matelas en plume ne gênait pas la détective. Elle songeait surtout à tous ces gens, ces anormaux qui vivaient parmi eux depuis la nuit des temps. Elle pensait à cette enquête qui lui avait coûté sa place dans la police. Si, à ce moment-là, elle avait eu connaissance de leur existence, sa carrière n'aurait pas pris fin et elle ferait encore partie des forces de l'ordre. Après s'être levée, Chiara remarqua, non sans plaisir, que personne n'utilisait la salle de douche. Rapidement, elle fut prête à rejoindre Yann dans la bibliothèque. Suivant les indications que ce dernier lui avait données la veille, elle traversa le dédale de couloirs qui composait le sous-sol de la maison Malouine. Elle entra dans une pièce immense, longue de plus de 30 mètres. Devant elle, 5 rangées parallèles de meubles remplis d'ouvrages allant jusqu'au plafond créaient l'impression que la salle n'avait pas de fin. Chiara en restait bouche bée. Yann se trouvait assis à une table proche de la porte et attendait patiemment, un livre à la main. Les odeurs des viennoiseries posées devant lui venaient caresser les sens de la détective qui sentit son ventre se tordre. Elle avait faim et l'apparition presque prophétique de ces denrées hypercaloriques lui rappelait qu'elle ne possédait pas le super pouvoir de se passer de nourriture. Yann leva enfin les yeux vers elle. Il posa son livre et servit 2 cafés. Aucune émotion ne transparaissait de son regard sombre. Il semblait en pilotage automatique. « Merci, » lui dit-elle. « Tu n'as pas l'air heureux de me faire la leçon. Je me trompe ?» Le bisque Lavrette esquissa un léger sourire qui n'avait rien d'amical. « Je vais être franc avec toi, Chiara. Je ne suis pas du genre à mentir. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu n'es pas une anormale. Tu ignores tout de nous et tu n'as pas de valeur ajoutée pour les soldats du néant. Mais Adam m'a demandé de t'instruire et je le ferai. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Puisque tu as décidé de jouer la franchise, je vais le faire aussi, lui répondit-elle. Je ne sais pas si je vous serai utile, ni même si j'ai envie d'être là avec vous. Mais nous avons un objectif commun et je n'ai pas pour habitude de me défiler. Par contre, j'ai besoin de m'instruire sur vous, sur ce monde que je croyais connaître. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vais commencer par te parler un peu de l'organisation et de la hiérarchie chez les anormaux. Est-ce que cela te convient ? Yann ne se départait pas de son air sérieux. Ses sourcils épais restaient froncés en permanence. La matinée s'annonçait longue et fastidieuse.
Chiara avait tout à apprendre et son professeur ne semblait pas en mesure d'alléger l'ambiance par quelques blagues. Elle hocha la tête en signe d'accord et s'assit en face de lui, prête à tout savoir sur ce monde étrange. Bien, dans ce cas-là, commençons. La hiérarchie des anormaux. Yann observa son élève un instant, puis reprit. Tu dois maîtriser ce sujet sur le bout des doigts. Certains des nôtres ne sont pas des plus patients et tu risqueras ta vie chaque fois que tu diras un mot de travers. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai déjà compris que tu parlais avant de réfléchir. Alors, sache que nous fonctionnons en factions. Chacune d'entre elles correspond à une espèce. Les loups-garous, par exemple, vivent en meute. Chacune d'entre elles possède un alpha, et chaque alpha est soumis au commandement du loup blanc, qui est le roi de tous les loups-garous. Cette organisation est la même dans la totalité des races de métamorphes. Tu auras donc un roi blanc chez les rats-garous, les tigres-garous ou même les chupacabras. Sérieusement ? Il y a des gens qui se transforment en rats ? Ça craint ! Oui, ça craint. Ils sont vilains et se reproduisent à grande vitesse. Et ils puent, lâcha-t-il en souriant. Tu ne les aimes pas beaucoup, apparemment. Non. Les rats-garous sont une espèce à part. On ne peut pas leur faire confiance et ils sont très dangereux. Ok. Donc les métamorphes fonctionnent ainsi. Et les autres ? Il existe aussi le monde aquatique. On y trouve les tritons, comme Philippe, les sirènes, les mérous et plein d'autres morues. Chez eux, pas de meute, uniquement un mode monarchique pur et dur et les sirènes sont en haut de leur chaîne alimentaire. C'est donc la reine Liliana, souveraine des sirènes, qui règne sur le monde des océans. Et il y a le monde de la nuit, composé des vampires, des ghouls et des zombies. Là encore, les vampires contrôlent tout. Ils sont eux-mêmes sous le joug d'un maître qui se nomme Alderic. Et j'imagine que la haute instance est composée de tous ces monarques, le coupa-t-elle. Raté. Il était important d'être objectif quant aux missions de la haute instance. Chaque roi a donc décidé et désigné un représentant. En plus de ceci, les factions indépendantes telles que les sorcières ont aussi leur mot à dire. Chiara hocha de la tête, montrant qu'elle avait compris la nuance. La leçon dura encore 3 heures, pendant lesquelles Yann tenta de faire connaître la plupart des créatures peuplant la Terre. Bien que curieuse de nature, la détective peinait à se concentrer. Pourtant, Yann fut un professeur compréhensif. Attentif à ses questions, parfois stupides, il ne se moqua jamais. Le bellâtre aux cheveux sombres faisant preuve d'une patience à toute épreuve et d'un humour qui surprit Chiara à de nombreuses reprises. Lorsque l'horloge sonna midi, elle ne put retenir un soupir de soulagement à l'idée d'arrêter les cours. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.